Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, dans Pile Poule, on nous aurait menti de la rumeur aux fake news avec Hubert Krivine. Hubert Krivine, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, vous êtes ancien chercheur au laboratoire de physique théorique et modèles statistiques de l'université d'Orsay. Vous avez publié de nombreux ouvrages scientifiques, notamment sur l'atome, sur l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes aussi le frère jumeau d'Alain Krivine, de l'homme politique Alain Krivine. Mais ce n'est pas d'atome, de physique que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de fake news. Fake news, alors c'est un terme qui a envahi notre univers. La fake news, c'est ce qu'on appelait avant l'intox, quoi. C'est l'intox, c'est la fausse affirmation, c'est la fausse information. Alors, pourquoi, Hubert Krivine, vous, qui êtes donc physicien, scientifique, homme engagé aussi, pourquoi est-ce que vous avez écrit un livre? Pourquoi vous êtes intéressé à ce phénomène des fake news? Ça pourrait être une longue histoire, je vais vous la faire brève. Quand j'étais jeune, il y a un bout de temps, j'ai milité pas mal à gauche, évidemment. J'étais terriblement sensibilisé à ce qui se passait en Algérie et en Indochine. Ça fait longtemps, ça. Pour les jeunes, maintenant, c'est des vieilles histoires. Mais quand on compare un peu avec ce qui se passe en Ukraine, il y a des points communs quand même. Par exemple, à l'époque de la guerre d'Algérie, on n'avait pas le droit de parler de la guerre d'Algérie. Il fallait parler des événements, de la pacification. Mais le mot « guerre » était interdit. Bon. Ça rappelle quand même des choses. L'armée française, dont on vante aujourd'hui l'humanisme par rapport à l'armée russe, s'est illustrée par des tortures et des massacres épouvantables. Quand j'étais jeune, ça m'a terriblement frappé. Et ça, c'est un élément, disons, à long terme qui a certainement joué. Bon. Et puis, il y a des éléments à beaucoup plus court terme. Quand j'étais enseignant à l'université, on s'est aperçu que le ministère venait de constater qu'il n'y avait pas de culture générale chez les étudiants. Ils ont eu le tact de ne pas poser la question pour les enseignants, mais enfin, pour les étudiants, c'était établi. Et donc, réponse un peu bureaucratique, on a dit on va faire des séminaires de culture générale pour les étudiants. Bon. Et nous étions libres à l'époque, ça c'était très agréable, de choisir notre sujet. La contrainte, c'était ne profitez pas de ça pour faire un cours de physique que vous n'avez pas eu le temps de faire. Il faut un truc général. Bon. Donc, j'ai intitulé mon certificat « Un peu de culture physique ». Les collègues chimistes ont mis un peu de culture chimique, c'était beaucoup moins bon, évidemment. Et puis, j'ai pris comme sujet l'histoire de l'âge de la Terre. Parce que ça me paraissait un très joli sujet qui n'est pas directement de la physique. Enfin, il y a énormément de physique dedans, mais il y a des mathématiques, il y a de la philosophie, il y a de la religion. C'est fou ce qu'il y a pour expliquer comment la Terre est passée d'un âge de 2000 ans à 4 milliards et des poussières d'années. Donc c'est un miracle qu'il fallait expliquer et qui est très très intéressant. Et donc j'ai écrit un livre à propos de ça qui a relativement bien marché. Et ça m'a donné le goût d'écrire un petit peu. Et la suite de mon travail, ça va être un petit peu la prolongation de ce travail-là. Voilà. Mais Hubert Krivine, vous êtes né pendant la guerre, oui. Donc à une époque où, à l'époque des fake news, où les fake news formaient le tissu même de la politique, beaucoup plus que maintenant. Oui, peut-être. Il y a quand même, si on regarde un petit peu quand même, si vous prenez l'histoire des grands empires coloniaux, enfin des grands empires en général, dans l'Antiquité, on ne s'embarrassait pas trop de justifications. On prenait ce qu'on pouvait et puis voilà. Et puis, avec les croisades et surtout avec la conquête de l'Amérique latine, on a eu besoin de justifier un petit peu ça. Il s'agissait d'apporter la vraie religion aux sauvages. Bon. Au XIXe siècle, c'est pas tellement ça qu'on a fait, c'est on a apporté la civilisation. Bon.
Et puis, aujourd'hui, on apporte la démocratie. Bon, donc c'est très important. Et alors, pour expliquer ça, c'est fou le nombre de fake news qu'on est obligé d'inventer. J'ai repris dans mon bouquin la liste, c'est impressionnant. En fait, l'histoire, c'est presque l'histoire des fake news. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. C'est pas nouveau, ça. Vous le dites bien dans votre livre, je rappelle, ça s'appelle On nous aurait menti, point d'interrogation, aux éditions de Bock. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et vous faites, vous commencez par faire un petit peu l'histoire des fake news et de la crédulité. Et effectivement, les fausses informations ne datent pas d'hier. Prenez l'affaire Dreyfus, par exemple. C'est l'exemple typique de la fake news. Prenez l'exemple des armes de destruction massive en Irak. C'est typiquement une fake news. Enfin, on n'arrête pas. En fait, c'est pas un très bon titre. On nous aurait menti. J'ai eu une petite discussion avec l'éditeur. J'ai trouvé le titre un peu vulgaire et un peu banal, disons. Ouais. J'avais proposé, moi, Mauvaise foi, avec un S à mauvaise et un S à foi, qui me paraissait bien synthétiser le bouquin. Parce que, si vous voulez, pour moi, ce qui fait que les gens ont une lecture littéraliste des textes sacrés, ou bien que les gens croient à l'imposture de charlatans ou des histoires du professeur Raoult, c'est pas la même chose, mais les sources psychologiques, disons, de la crédulité sont à mon avis les mêmes. Et donc c'est pour ça que je voulais appeler ça mauvaise foi avec un S. Alors justement, Hubert Védrine, fake news, on va revenir sur des fake news actuelles, récentes, etc., parce que ça ne manque pas. Et je crois qu'avec les réseaux sociaux, on est dans le paradis, festival des fake news. On reviendra sur ces différentes fake news. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de croire à des choses qui parfois sont grotesques? Pourquoi est-ce qu'on est fabriqué comme ça? Vous me permettez des citations? Ah ben bien sûr. Alors j'en ai relevé plusieurs dans le bouquin. Je crois que la meilleure, c'est peut-être celle de Paul Valéry, qui dit « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas ?» C'est merveilleux. Alors ce qui veut dire qu'on a besoin... sans le secours de ce qui n'existe pas. On a besoin de ce qui n'existe pas. Je dirais plutôt envie de ce qui n'existe pas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de la mort, on a envie de savoir qu'il va y avoir une vie après la mort. C'est ça. C'est ça la première fake news, peut-être. Oui, enfin, on peut parler aussi du pari de Pascal. Pascal ne dit pas que Dieu existe, évidemment, mais il dit qu'on a tout intérêt à y croire. En fait, c'est ça son pari. Parce que si vous comparez le mécréant qui ne croit pas à Dieu, qui mène une vie de débauche, qui lui procure quelques satisfactions, mais il risque d'aller en enfer. Tandis que le croyant qui mène une vie pieuse sera récompensé. Donc si vous faites le bilan, c'est une espèce c'est très à la mode ça, je ne retrouve pas l'affaire, mais principe de précaution, voilà, c'est un principe de précaution à l'envers. Bon. Et ça, je crois que oui. Mais alors, ça va très très loin parce que, et vous le dites dans votre livre, vous faites un panorama un petit peu des fake news les plus récentes, et parfois c'est totalement absurde. Parfois la réalité dément les choses, et pourtant on continue à croire. On préfère se tromper. Je sais pas, il y a eu récemment quand même beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites et qui se sont avérées complètement idiotes. Oui, mais enfin, elles sont souvent, comme vous l'avez rappelé, elles sont souvent mélangées à du vrai. Voilà. Et c'est ça le problème. Il y a une très jolie citation encore de Paul Valéry. Le mélange de vrai et de faux est énormément plus toxique que le faux pur. Ouais. C'est merveilleux cette phrase. Il a une façon de synthétiser l'affaire. Si vous prenez l'affaire Raoult, par exemple. Le professeur Raoult de Marseille. Qui s'est fait connaître pendant l'épidémie de Covid. Voilà. Bon, l'affaire fondamentalement était erronée, mais il n'a pas dit des choses fausses. Quand il a critiqué le gouvernement de son retard, de son impéritie, etc., il avait raison. Lui a fait des tests systématiquement, il avait raison là-dessus. Quand il a dit que les trusts pharmaceutiques étaient davantage intéressés à faire de l'argent qu'à soigner les gens, il n'avait pas tort. N'empêche que son truc était faux, évidemment. Mais voilà, c'est un mélange de... Et s'il a été si populaire, parce qu'il a été terriblement populaire à un moment donné, mais c'est à cause de ce mélange. Et dans les manifestations de Gilets jaunes, par exemple, il y avait beaucoup d'adorateurs de Raoult. Et ce que je souligne dans le bouquin, c'est qu'on assistait là, en tout petit, à la naissance de nouvelles religions.
avec son prédicateur, ses adorateurs, ses symboles, etc. etc. C'est marrant, ça. Bon, maintenant, c'est fini. C'est des religions Mais qu'est-ce qui fait que les gens ont eu envie d'entendre ce discours? Mais c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort. Il donnait la possibilité de... Entre des quelqu'un qui disait, moi, j'ai la solution, les autres sont... Et les autres ne donnent rien. Ce qui est vrai que personne ne prétendait à l'époque savoir soigner la Covid. Donc, c'est encore le pari de Pascal. Mieux vaut ça où on risque rien que rien du tout. Bon. Et puis en plus, il y a toute cette haine des élites, etc., qu'on connaît bien. Bon, bien sûr. Non, je crois pour revenir au professeur Raoult, les politiques, d'ailleurs de tous bords, lui ont aussi emboîté le pas à un certain moment. Ça, je suis bien d'accord. Je donne la liste dans le bouquin des personnalités, comme on dit. C'est extraordinaire, extraordinaire. On pourrait... Et ça, c'est par opportunisme, parce que... C'est compliqué, oui. Je crois que dans une large mesure, c'est par opportunisme. Pas forcément. C'est aussi que le niveau d'éducation scientifique de nos élites est très très bas, très très bas. Donc ils n'ont pas le sentiment qu'il faut démontrer les choses avant d'y croire. Mais bon, voilà. Mais alors, justement, vous faites un parallèle dans votre livre qui est intéressant avec le niveau scientifique, le niveau intellectuel et les fake news, le fait qu'on puisse un peu croire n'importe quoi. Or, il y a des tas de fake news et de théories complètement fausses qui se sont installées dans des milieux qui étaient scientifiquement, philosophiquement très importants. Si on prend le cas de l'antisémitisme en Allemagne, par exemple, avant la guerre, puis pendant la guerre, ça a été développé par des gens qui étaient des scientifiques, des philosophes, des littéraires, des gens qui étaient de très haut niveau intellectuel. Absolument. Alors comment vous expliquez qu'on puisse s'aveugler et qu'on puisse raconter n'importe quoi lorsqu'on a ce niveau? Et bon, c'était le cas en France aussi, c'était le cas, il n'y a pas eu qu'en Allemagne, mais que par exemple, c'était le cas aussi en Russie ou en ex-URSS, où il y a eu des théories, vous parlez de la théorie de Lysenko dans le domaine scientifique, vous parlez de tas de théories scientifiques qui étaient là plus ou moins pour appuyer le régime communiste de l'époque. Qu'est-ce qui fait quand on est un scientifique, et normalement on doit démêler le vrai du faux, qu'on arrive à raconter n'importe quoi? C'est toute la difficulté, c'est toute la différence, si vous voulez, entre le raisonnement et la pensée. Le raisonnement, c'est une chose. La pensée, c'est infiniment plus riche et plus complexe. Donc, ça m'est difficile pour moi d'entrer dans le détail, mais je crois que... Effectivement, si vous prenez les grands physiciens allemands, pas mal ont été, en tout cas, complaisants vis-à-vis du fascisme, mais qui leur donnaient en même temps des grandes possibilités, il ne faut pas se tromper là-dessus, et des sources de financement, alors que sinon vous étiez relégués et jetés. Oui, c'est ça, c'était pas forcément... Prenez le stalinisme, par exemple. Ouais. Bon, ça a été terrible comme répression. Science bourgeoise, science prolétarienne, une horreur. Bon. Beaucoup de grands scientifiques ont courbé le dos. Ils n'ont pas raconté des choses horribles, mais ils ont quand même courbé le dos, ils ont survécu. Mais une série y croyait quand même un petit peu. Ce qu'il fallait. Juste ce qu'il fallait. Donc on passe continuellement d'une petite croyance à des vilainies. C'est subtil, mais ça, je crois que... Oui, on est entraîné peut-être par un mouvement collectif, par des... Il y a un très joli livre qui s'appelle Le Métropole, qui décrit bien l'ambiance qui régnait dans les milieux scientifiques, où on comprend ce mélange entre une terreur réelle policière et une conviction sur les vertus du communisme. C'est très subtil, le passage de l'un à l'autre, et ça permet de comprendre un petit peu mieux. Vous avez le bouquin de, comment il s'appelle, Kessler, Le zéro et l'infini, bien connu, où on voit aussi, Victor Serge aussi. Victor Serge, qui est un militant qui a été révolutionnaire, qui a fait la révolution russe et puis qui ensuite a été oppositionnel, un des rares qui a pu se sauver, il a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. Il a dit, en parlant de la propagande stalinienne, « Dans leurs mensonges, il y a des vérités ». C'est pas mal, ça. C'est typique. Quand Staline reprochait aux Américains leur racisme contre les Noirs, la ségrégation, etc., c'était vrai. Ouais. Quand il reprochait à la France son empire colonial, c'était vrai. Ouais. Bon, n'empêche que le goulag a existé. Ouais. Bon, et ça n'empêche pas. Donc c'est toute cette difficulté
de refuser la logique des amis de mes amis sont mes amis, les amis de mes ennemis sont mes ennemis, enfin, etc., etc. Bon. Et c'est peut-être pour ça que quand j'étais très jeune, j'ai été confronté à tous ces problèmes-là, par la lutte anticoloniale d'un côté et la lutte antistalinienne de l'autre. C'était pas facile de démêler. De part et d'autre, on a été asphyxiés par les mensonges. Ouais. Ou quand les antisémites disent il y a beaucoup de juifs dans les médias, il y a beaucoup de juifs dans la finance, c'est vrai que proportionnellement, il y en a plus ou il y en avait plus. Mais je vous pose la question, êtes-vous juif? Exactement, c'est vrai, il y a beaucoup de journalistes juifs, mais évidemment, so what? Oui, après c'est ce qu'on fait de cette réalité statistique. Exactement. Donc la meilleure façon de lutter contre les fake news, c'est de reconnaître leur aspect vrai. Ouais. Tant qu'on ne le fait pas, on sera totalement inaudible. Il faut comprendre pourquoi. Les gens ne sont pas stupides. Ils se raccrochent à ce qu'ils pensent être vrai. Donc voilà. Alors, Hébert Kruvin, vous dites que les plus grandes fake news sont les grands récits mythologiques ou religieux, la Bible, le Coran, tout ce qu'on veut. Alors bon, effectivement, c'est un peu provocateur, parce que, mais ça, c'est quoi? C'est des fake news qu'on réussit Non, je fais une nuance quand même subtile. Je ne dis pas que la Bible, le récit biblique, est une fake news, parce que c'est un petit peu... C'est un récit mythique. Bon. Ouais. Et ce qui est fake news, c'est l'interprétation littérale du récit biblique ou coranique. Ça, c'est vraiment croire que, je ne sais pas quoi, que la Terre est fixe, que le Soleil tourne autour, que les djinns existent, etc. Ça, c'est fake news. Mais... Bon, enfin, est-ce qu'il y a encore vraiment des gens... Ah oui, alors là je voudrais insister lourdement là-dessus. On vit dans un milieu très, très particulier en France. Et en particulier, même dans les milieux intellectuels, les petits bourgeois français, c'est des milieux très protégés et très différents du reste du monde. Mais si vous considérez le monde dans son entier avec ces milliards d'individus, qui sont religieux pour la plupart d'entre eux, leur religion, elle est de type foi du charbonnier et pas autre chose. Aller en Afrique, aller en Asie, etc., c'est terrible. Même aller aux États-Unis. Le nombre de gens qui croient vraiment au récit biblique est colossal. Oui, mais alors ça, Hébert Kruvin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une fake news? Parce que vous dites à un moment donné qu'il y a un tiers des gens quasiment qui sont créationnistes, enfin qui croient que le monde a été créé en 7 jours, etc. aux États-Unis. Je me suis toujours demandé, attends, c'est pas possible. Est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que c'est pas une fake news? Dire, c'est j'ai lu les résultats d'enquête. Alors, les résultats d'enquête valent ce qu'elles valent, évidemment. Mais oui, les enquêtes donnent ça. C'est effrayant. C'est effrayant, littéralement. Mais est-ce que c'est pas une façon de se positionner contre la science? On y croit en disant, voilà, moi, je suis contre, je suis contre la science. On essaye de nous apprendre des choses, alors que la vraie vie, voilà, c'est écrit dans la Bible. Non, la Bible n'est pas contre la science. Elle ne connaît pas le mot. Si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est le passage continu de la foi du charbonnier, qui est la croyance littérale, à une foi beaucoup plus éthérée, beaucoup plus sympathique, disons, telle que Spinoza, pour prendre un exemple. La foi de Spinoza était croyant, mais dans un Dieu assez large, assez évanescent, et qui n'était pas... Bon, il dit que Dieu est la nature, donc voilà. Donc nulle part, enfin bon... Donc ça ne porte pas à conséquence, d'une certaine façon. Et puis Galilée avait une position très très voisine, en fait, très très voisine. Hein. Et ça n'empêche pas le développement de la science. Vous avez maintenant une série de rabbins, même, et surtout de rabbines, qui sont très hétérodoxes, et que j'apprécie pas mal, mais qui posent la même question. Elle donne une définition curieuse de Dieu. Pour ces gens-là, Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela, n'est pas ceci. Qu'est-ce qui reste? Une espérance, une recherche, un chemin. Bon, moi, j'ai pas de problème là-dessus, bien entendu. Chacun cherche justement, ça devrait vous plaire en tant que scientifique, parce que c'est une façon de ne pas dire trop de choses de ce qu'on ne connaît pas. Bon, oui. Non ? Oui. Et ça reflète peut-être un sentiment, quelque chose, une croyance profonde en quelque chose. Oui, parce que vous dites que Galilée
bon, Copernic puis Galilée. C'est différent. Hein. C'est différent, Ah, oui. Bien sûr. Disons Copernic, peut-être. Le premier a dit tout ça c'est fake, parce que ce qu'il y a dans la Bible, etc. Et ce que dit Aristote surtout, c'est-à-dire que le Soleil tourne autour de la Terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous dites, finalement, il a donné des arguments très simples, très mathématiques, en disant mon explication, qui est celle du fait que c'est le Soleil qui est au centre et que la Terre tourne autour du Soleil, est beaucoup plus simple à expliquer que les théories précédentes. Donc finalement, c'est des gens qui viennent en disant ce que je dis est plus simple que ce que vous pensiez auparavant. Oui, on peut dire ça plus simple. Encore que si on veut rentrer dans le détail, le modèle de Copernic n'est pas bon. Et il a fallu le compliquer avec aussi des épicycles, des machins comme ça, qui le rend pratiquement aussi compliqué que le modèle de Ptolémée. Ça, les gens ne le savent pas. J'ose pas trop le dire, mais c'est vrai. Bon, ouais, d'accord. Donc, c'était pas si simple que ça. C'était pas si simple que ça. Ceci dit, ça a ouvert une voie extraordinaire ensuite. Hein, et Galilée a exploité ça. C'est pas lui qui a découvert ça, mais il a exploité le modèle de Copernic. Oui, bon. Si vous voulez, vous avez une phrase que j'aime beaucoup. Je fais encore une citation de Jean Perrin. Allez-y. D'abord une de Kepler que j'aime beaucoup. Kepler a dit « Les voies par lesquelles les hommes arrivent à comprendre les choses célestes me semblent aussi admirables que les choses elles-mêmes. » Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que la façon dont on aboutit à des résultats scientifiques, la démarche qu'on a obtenue est au moins aussi importante que le résultat lui-même. C'est extraordinaire comme phrase. Les ministres de l'Éducation nationale devraient lire ça 2 fois ou 3 fois. Au lycée, à l'école, on n'apprend que les résultats finaux, en quelque sorte. Bon. Mais on n'a pas le temps de faire autre chose, évidemment. C'est bien dommage, parce que la façon dont on y arrive, les gamins répètent très gentiment que le Soleil est fixe et que la Terre tourne autour. Ouais. Mais ce n'est pas évident du tout. Et ils ne pensent pas que ce soit vrai. Donc il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Et ça, on n'a pas le temps de le faire. Hein. Bon. Mais est-ce que ce n'est pas justement, Hubert Krivine, une façon de se sortir un petit peu de la logique des fake news, de s'interroger en permanence sur la façon dont on est arrivé à cette conclusion, à cette vérité, etc. Je suis absolument d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça que dans l'enseignement, c'est extrêmement important ça, dans la mesure où on peut, d'expliquer la démarche correspondante. Ouais. Il y a une très jolie phrase aussi de Perrin, que j'aime beaucoup, Jean Perrin, donc, est un très grand savant des années 1900 et des poussières, et qui va découvrir l'atome, qui va démontrer l'existence de l'atome. C'est pas une petite affaire, parce que toute notre civilisation est fondée là-dessus. Il a dit ceci: la science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. La science remplace le visible compliqué par l'invisible simple. Ah oui, alors je suis d'accord avec vous, Hubert Krivine, mais est-ce que, par exemple, les complotistes ne font pas la même chose ? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais pas seulement les complotistes, les religieux aussi, ou certains religieux. Bon, oui, les religieux, on ne va pas mettre ça dans le même sac. Non, parce que ça, non, bien sûr que non, mais Dieu est une chose simple. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas plus simple. Si on arrive à le définir. Bon, et ça rend compte de toute la complexité du monde, en un certain sens. Les complotistes, exactement. Donc, je trouve la phrase de Perrin est magnifique, parce que ça englobe bien le fonctionnement de la science, mais pas seulement, effectivement. Les complotistes, ils remplacent par des choses simples le visible, le compliqué. Alors, vous envoyez dos à dos un peu la science et puis les producteurs de fake news, là. Alors là, on a du mal à savoir quel est le vrai. Démêler le vrai du faux. Les auteurs de fake news se déguisent en scientifiques. Ouais. En remplaçant le visible compliqué par l'invisible simple. Sauf que le leur est faux et imaginaire. Bon. Perrin, c'était magnifique. Il a étudié le mouvement brownien. Vous savez, c'est les mouvements de petites particules dans un liquide qui vont dans tous les sens, qui est une chose atrocement compliquée. Bon, l'explication, c'est l'atome. Ouais. Bon, voilà, c'est une simplicité biblique, si j'ose dire. Bon. Mais on a un bon exemple, par exemple, de remplacer les choses compliquées par du simple, c'est quand on dit, voilà, tout ce qui vous arrive, si vous êtes malheureux, etc., c'est de la faute des immigrés. Prenons quelque chose de très simple. Là, c'est une explication simple qui... fausse. Fausse, bien entendu, parce que le monde est complexe. Comme toujours, où il y a des éléments de vrai. Et bien, comme toujours. Où il y a des éléments de vrai. C'est ça qui la rend compliquée. Mais complètement fausse. Donc, on remplace du simple... on donne une explication simple. Oui. Finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de simplicité dans notre vie ? Est-ce que ça ne nous fatigue pas, la complexité ?
Je ne sais pas. Bon, prenez un joker pour répondre à cette question, mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait pour protéger le vrai? C'est-à-dire, à l'époque, je pense particulièrement, et je pense que vous y êtes sensible à l'époque des réseaux sociaux, vous avez des emballements, etc. Vous avez non seulement les fakes, les idées qui sont fakes, les interprétations, les théories, mais vous avez les images qui sont fake aussi. Ah oui, c'est-à-dire que on est bombardé d'images et puis on s'aperçoit 2-3 jours après que c'est bidon, que c'est des montages, que c'est etc. Ça, c'est pas nouveau non plus. Mais l'accélération, l'espèce d'inflation de fausses nouvelles ou de fausses images, comment on peut réagir par rapport à ça? Parce que parfois c'est saisissant. Et puis on nous dit 3 jours après, mais 3 jours après, c'est long. Oui, bien on nous dit 3 jours après, mais non, c'était complètement faux, ce charnier n'a jamais existé, cette attaque n'a jamais existé, voilà, ces terroristes n'ont jamais existé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger en tant qu'individu, quoi, honnête homme ou honnête femme, dans ce monde de fake? Il faut arriver à d'abord, une parenthèse, il y a une histoire de ça. L'histoire d'Appert est très intéressante. Appert était un photographe de l'époque de la Commune. Il a fait des photomontages pour démontrer les horreurs des communards. Ces photomontages vont être diffusés, c'est complètement bidon, c'est fait en studio, mais vont être diffusés dans les écoles jusque dans les années 30. Hein. Donc il était du côté des fédérés? Non, il était du côté des Versaillais. Des Versaillais, d'accord. Il a montré les horreurs de la Commune avec des photos qui étaient distribuées dans les écoles. Il y a d'autres photomontages bien connus. Trotsky éliminé de la tribune en des années 20, quelque chose comme ça. Il était à côté de Lénine, il a été effacé par Staline. Et les photos de l'époque sont des photos qui circulaient comme ça. Il y a l'autre photomontage bien connu du drapeau rouge sur le Reichstag, où le soldat soviétique qui tenait le drapeau rouge avait 2 montres à la main. Il avait pillé. Bon, ça a été gommé après. Ah oui, qu'il avait piqué. Oui, l'armée rouge a volé un petit peu en Allemagne. C'est encore bon. C'est comme ça. Bon, donc il y a une histoire à ça. Si vous voulez, je fais dans le bouquin, en toute modestie, parce que c'est un vieux problème, comment distinguer l'erreur dans une affirmation, qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui n'est pas. Je crois qu'il n'y a aucune condition nécessaire et suffisante pour ça. Il y a une flopée, disons, de conditions, toutes importantes, mais pas toujours la plus connue, c'est la falsifiabilité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité qu'a une théorie d'être contredite, d'être mise en... Bon, ça c'est la théorie de Karl Popper. Voilà. Oui. Mais ça... C'est-à-dire, ça c'est intéressant, ça nous dit qu'une théorie scientifique, on peut, à un moment donné, pouvoir la réfuter. Absolument. Si on ne peut pas, ce n'est pas scientifique. Et si on ne peut pas, c'est qu'elle n'est pas scientifique. Typiquement pour lui, alors ça, c'est effectivement un bon truc. Oui, parce que si vous prenez une fake news qui circule, etc., j'en ai pas en tête, mais enfin, vous en avez peut-être plus que moi, et qu'on ne peut pas opposer quoi que ce soit parce qu'elle ne donne pas prise à la réfutation. Il pensait à la religion, il pensait à la psychanalyse, il y a des choses comme ça. Bon, donc on peut discuter. Bon. Alors, c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que la psychanalyse a été inventée par des scientifiques, souvent juifs d'ailleurs, et qui ont quand même... oui, mais on vous dira que... On vous dira, si vous ne croyez pas à la psychanalyse, c'est pas par hasard, c'est parce que vous-même, vous avez des problèmes avec votre père, etc. etc. Donc, moi, je ne veux pas prendre position là-dessus, ça me paraît... Bon, vous avez d'autres conditions. Il y a la simplicité, par exemple. Une théorie doit être simple. Je crois qu'il y a des tas de choses qu'on peut prendre. À mon avis, s'il y a un critère que je prendrais, c'est celui de la capacité d'une affirmation à s'intégrer dans la masse des connaissances pour les enrichir. En gros, c'est ça qui me paraît le meilleur critère. La théorie atomique, c'est typique. Enfin bon, je pourrais prendre toutes sortes de théories. Newton, c'est typique. Ça rentre dans la masse des connaissances, ça les enrichit, et voilà. C'est ça le bon critère. Sinon, il y a des tas d'autres critères, mais qui ne me paraissent pas... la reproductibilité, bien sûr, mais pas toujours. On ne peut pas aller reproduire l'âge de la Terre. C'est très... Enfin bon, en biologie... c'est très difficile. Maxwell faisait l'observation que toute expérience est unique.
C'est pas mal comme remarque. Ouais. Et que dire que les mêmes causes créent les mêmes effets, ça revient à supposer qu'on a eu à chaque fois les mêmes causes à tout point de vue. Voilà. C'est très difficile. En biologie, c'est pratiquement impossible. À la rigueur, dans les expériences in vitro... Donc toute la biologie est plus ou moins fake. Non, in vitro, vous pouvez essayer Ouais. de... Mais in vivo, non, il y a tellement... Et si vous prenez maintenant la théorie du chaos déterministe, qui vous dit que la disparition d'un électron aux confins de l'univers change le rebond d'une boule sur un billard, pensez bien qu'il n'y a rien d'unique. Il n'y a pas d'expérience renouvelable. Bon, donc, voilà. Alors peut-être que oui, effectivement, dans le domaine scientifique, on a des moyens de travailler, d'avancer. Et puis il y a la patience aussi, il y a le temps. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des théories qui, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'elles sont fausses. Voilà. Bon, oui, donc il y a un travail du temps aussi qui se fait en science. Généralement pas fausses, mais on précise leur cadre d'application. Ouais. Prenez la théorie de Newton, par exemple, elle n'est pas fausse, mais elle s'applique à un domaine assez précis, si vous voulez, assez précis. Si vous en sortez, vous allez raconter des bêtises. Ouais. Bon, et c'est très souvent comme ça. Donc on voit à peu près dans le domaine de la science qu'il y a une démarche, une espèce d'intelligence qui peut se permettre de faire attention aux écueils que peuvent représenter les fake news. Par contre, dans la vie quotidienne, je vous dis un exemple actuel, ou très récent, quand Poutine dit qu'il attaquait l'Ukraine pour se défendre contre les fascistes ukrainiens. On peut trouver des manifestations sur la place Maïdan, etc., avec des gens avec une croix gammée. C'est-à-dire que, voilà, il utilise... Bien sûr, un élément de vrai. Un élément dérisoire, de vrai. Mais vrai quand même, évidemment. Mais alors, comment on peut se protéger de ça? Parce qu'on voit une image, voilà, et puis on dit, voilà, c'est des fascistes, il faut absolument... Nous allons nous défendre contre les fascistes qui veulent envahir la Russie. Il n'y a pas de, j'ai pas de recette à opposer à ça. Il faut se cultiver, il faut réfléchir, il faut lire un petit peu quand même, s'informer. Mais bon. Alors, Ibarkevin, je voudrais vous poser une question qui n'est pas tout à fait dans le livre, mais enfin qui est dans son prolongement. Vous avez beaucoup réfléchi aux questions politiques, aux questions sociales. Est-ce que finalement, on n'est pas prisonnier? Est-ce que le marxisme qui a disparu, ou même le libéralisme qui est en train de disparaître peut-être, est-ce que tout ça, c'est pas des grands récits fake en fait, qui permettent d'unifier un petit peu la réalité pour se donner une grille de lecture et puis pour agir derrière? Est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir ce genre de... Moi, je reste convaincu que le marxisme est une très belle chose, mais un marxisme intelligent. Si vous voulez, si vous relisez Marx lui-même, il dit des choses étonnantes. Dans le Capital, par exemple, il commence par faire observer qu'il ne va pas... C'est vraiment une démarche scientifique. Il ne va pas partir des données brutes, à savoir le profit, les intérêts, etc., mais il va s'élever du concret vers l'abstrait. C'est-à-dire, il va faire une théorie générale qui est une théorie non pas du profit, mais une théorie de la plus-value. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, de la même façon... Oui, mais ça, c'est la démarche scientifique. Oui. Il y a quand même peu de gens qui ont lu Marx en tant qu'économiste, le Capital. Oui, d'accord. Mais c'est pas ça qui a fait bouger les foules. C'est pas la théorie de la plus-value qui a fait bouger les foules et qui a mis en place les grands systèmes communistes que l'on a vus. Pour moi, ils ont pris prétexte du marxisme pour établir leur cochonnerie. C'est pas à cause de Marx qu'il y a eu Staline. Ça, je crois pas ça du tout. Et d'ailleurs, plus précisément, si vous prenez... Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami tchèque qui s'appelait Petroul, qui est un des animateurs de la Charte 77, qui a fait beaucoup de prison, qui est mort maintenant. Il m'a expliqué qu'il voulait lire Marx, mais il a été donc à l'époque de Novotny. Donc il a été à la bibliothèque pour demander Marx. Il dit, j'y étais sur la pointe des pieds en regardant autour de moi, parce que personne ne lisait Marx à l'époque. Lui avait envie de lire Marx. Mais c'était considéré comme, si vous voulez, on ne faisait pas lire Marx aux élèves. On ne leur apprenait pas, on leur apprenait Staline. Bon, ça c'est une chose sérieuse. Mais Marx, non. Un petit peu comme dans les églises, où on lit pas tellement la Bible.
On lit les évangiles, on lit des récits, des choses comme ça. Mais la Bible elle-même, elle n'est pas tellement lue. Hein. Ouais. Enfin, c'est un exemple comme ça, mais qui m'avait frappé. Mais alors, si on prend ces grands récits, les appelons pas fake, etc., mais bon, comment vous expliquez que finalement, le marxisme, d'une certaine façon, est disparu ou ne soit plus... en tout cas, il n'est plus intégré dans la politique actuelle, alors que les religions, elles, oui, visiblement n'ont pas disparu. Absolument. Alors qu'on pensait, il y a 30 ou 40 ans, que les religions disparaîtraient. Comment vous expliquez qu'il y a des fakes, bon, je l'appelle comme ça, un peu par provocation, mais qu'il y a des fakes qui soient plus puissants que d'autres et qui survivent? Je crois que Staline et le stalinisme ont porté un coup terrible au marxisme, c'est évident. Oui, mais l'Inquisition aurait pu porter un coup terrible au christianisme. Oui, c'est vrai. Mais ceci dit, les religions, oui, enfin, quand même, si vous prenez la religiosité en France, elle a diminué dans les pays civilisés. Aux États-Unis, je ne crois pas, mais en France, enfin, elle a quand même énormément chuté. Hein. Quand même, il ne faut pas... Les mariages, par exemple, ont diminué. Enfin, bon... Non, c'est quand même décroissant aussi, heureusement, mais bon... Édouard Krivine, quelle est votre vision? Donc, vous avez une longue expérience de la société, à la fois de la scientifique, vous avez vu le monde évoluer pendant plusieurs décennies. Quelle est votre analyse de ce que nous vivons actuellement, avec notamment cette montée de l'extrême droite en France, en Europe, aux États-Unis, en Israël? Quelle est votre vision de cette montée d'extrême droite, qui repose souvent sur aussi des explications le plus simple possible, donc le plus fake? Oui, avec des éléments de vrai, c'est ça le drame. Une radicalité, une haine des parvenus, une haine des gens en haut, qu'on peut comprendre, que je ne partage pas, mais qu'on peut tout à fait comprendre. Donc je crois que c'est relié à votre remarque précédente sur l'obsolescence du marxisme, précisément parce qu'il n'y a pas de réponse de type communiste ou socialiste réelle, alors les gens s'engouffrent dans une vision folle de droite, mais qui exprime bien leur radicalité. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu lié les deux. Je crois que ce serait très important qu'une gauche marxiste, c'est-à-dire communiste, mais pas au sens stalinien du terme, puisse réémerger. Ça, c'est un travail très difficile. Oui, mais il n'y a plus, comme vous dites, il n'y a plus de réponse. Quand on regarde les programmes de la gauche, de l'extrême gauche, il n'y a quasiment plus aucune référence, même lointaine, à ça. On ne parle même plus de nationalisation. Non, je suis d'accord. C'est réactif. On ne parle que de ce que comme un peu pour Dieu, de ce qu'il n'est pas. Nous ne sommes pas capitalistes, nous ne sommes pas machin, nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas xénophobes, nous ne sommes pas transphobes. Mais on ne dit pas ce qu'on est. Non, enfin, je vous titille un peu. Non, mais je suis d'accord, je suis absolument d'accord. Effectivement. Il y a pas donc, qu'est-ce que c'est que des théories, etc., qui parviennent plus à s'imposer? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réémergence d'autres théories, ou est-ce qu'on est condamné, finalement, ce qui sera tragique, ce qui est condamné à dire voilà, ce qui vous arrive, c'est de la faute des immigrés, en Russie, c'est de la faute des Ukrainiens, en Israël, c'est de la faute des Arabes, je ne sais pas. Voilà. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de rentrer dans une civilisation du simplisme? Je vous pousse un peu dans vos retranchements, mais, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Mais moi, si j'avais une réponse à ça, je serais vraiment heureux. Je ne sais pas quoi vous dire, honnêtement. Bon, je ne sais pas. Voilà, vous restez donc prudent sur... Très prudent, oui. Quel est, dans vos activités, vos projets, sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? Pour là, j'ai sorti quand même 7 ou 8 bouquins. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est pas celui-là, sur nos vraiment qui est un petit peu... facile, je dirais. Enfin, il n'y a pas d'idée tellement nouvelle dedans. J'ai écrit un autre bouquin avant, je me fais de l'autopublicité, qui s'intitule « L'IA peut-elle penser ?» Voilà, sur l'intelligence artificielle. Oui, sur l'intelligence peut-elle penser? Ça m'a beaucoup plus intéressé, parce que réfléchir sur la façon dont les machines pensent nous oblige à réfléchir sur la façon dont nous pensons. Et en fait, c'est assez lié, en un certain sens. Donc, je ne crois pas à tous les fantasmes sur l'IA, mais ça nous oblige quand même à réfléchir là-dessus. Donc, je vais peut-être continuer un peu à travailler dans ce sens-là. Alors, est-ce que les machines, est-ce que les intelligences artificielles sont susceptibles aussi
d'adhérer à des fake news? Où est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, ne nous libère pas complètement du faux? Ah non, mais ça peut être exactement le contraire. C'est-à-dire? Mais elle peut propager de façon terrible les fake news. L'intelligence artificielle fonctionne essentiellement par induction, c'est-à-dire par collection de milliards et de milliards de données. Si vous interrogez des milliards et des milliards de données sur l'intelligence des hommes et des femmes, vous aurez la réponse que les femmes sont beaucoup moins intelligentes que les hommes, beaucoup moins capables. C'est évident, je veux dire. Ce sera scientifique, entre guillemets, parce que ça va se fonder, ou que les Noirs sont plus voleurs, enfin, etc. Parce que ça se fonde... Non, l'intelligence artificielle, il faut prendre ça avec beaucoup, beaucoup de précautions. Hein. D'accord. Donc on n'est pas protégé avec l'intelligence artificielle. On peut l'être si on réfléchit un peu, bien sûr, on peut l'être. Parce que l'utilisation des statistiques globales, enfin ce qu'on appelle les big data, etc., peut nous enduire dans des directions qui sont... Avec l'illusion que la massivité des données immunise contre les biais. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il peut y avoir des données extrêmement massives qui n'immunisent pas contre les biais. Et ça, on s'en est aperçu à des tas de moments. Mais ce ne sont pas les données qui sont fausses. C'est l'interprétation qu'on en fait. Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle données, c'est une mauvaise expression. Il vaudrait mieux parler de prise. On les prend, les données, mais on les prend. On ne peut pas tout prendre. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est même de façon inconsciente. C'est pas voulu, mais c'est comme ça. Ça arrive comme ça. Ce que je vous dis sur l'intelligence des hommes et des femmes, faites des statistiques. Bon, c'est des prises. Bon, voilà. Donc, non, ça diminue. Au contraire, ça peut être un vecteur terrible parce que ça a une apparence de scientificité. Il n'y a pas eu d'interaction humaine, ces gens-là disent les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais c'est pas vrai, les chiffres ne parlent pas d'eux-mêmes. Ouais. Jamais. On les fait parler. Exactement. Ouais. Donc, ce que vous nous dites, c'est que les fake news... Et les intox de toutes sortes ont encore un bel avenir. Absolument, un excellent avenir. Merci beaucoup, Édouard Covin, d'être venu nous parler de votre livre, et puis revenez nous parler dans quelque temps de l'intelligence artificielle. Et puis d'ici là, si vous avez trouvé quelque chose qui nous protège du faux, ça se saurait. Venez nous en parler. Ok, bon, merci pour l'invitation. À très bientôt. Au revoir. Merci.